Podcast Magazine. Le pod 5 et 6 sont passés sans coup de cœur. Parce que vous savez, mener un projet comme le pod, c'est pas forcément toujours facile et trouver les bonnes personnes pour épauler un tel projet est un peu complexe, surtout quand on a une économie réduite. Donc beaucoup de changements sont intervenus et qui dit changement dit moins de temps pour faire ce que l'on aime. J'ai donc mis de côté pendant 2 numéros le coup de cœur et puis Tumult est arrivé. Alors Tumult, c'est une application que l'on trouvait, qui n'existe plus malheureusement, mais qu'on trouvait vraiment sympa. Elle avait vu le jour et réunissait les podcasteurs natifs pour rencontrer leur public et pouvoir échanger plus, laisser des commentaires, ce qui manquait à l'époque et qui manque toujours peut-être d'ailleurs. C'est donc sur Tumult que j'ai découvert un podcast que je n'avais pas compris au premier abord. Olivier Bas, son auteur, est un personnage à la voix marquante et à l'écriture très riche. C'est en tant qu'ancien coach de tennis que j'ai écouté un épisode sur Nadal, qui sortait juste avant Roland-Garros, que j'ai compris le concept. Et Olivier est un magicien des mots et des histoires. Écoutez plutôt. Podcast Magazine. Alors, on ne se connaît pas. Donc nous n'allons pas nous tutoyer pour faire genre, comme ça se fait dans pas mal de podcasts. Mais où êtes-vous allé chercher cette idée de podcast de lecture de cartes postales ? Alors, en réalité, ce sont des correspondances imaginaires et l'idée... Alors, comment dire ça ? C'est-à-dire que déjà, je l'ai fait il y a 3 ans. J'ai débuté ça il y a 3 ans. Et j'étais passé en commission à France Info, qui soutenue par une personne. Et j'ai été recalé. De façon très juste d'ailleurs, parce que le directeur de l'époque avait dit ce n'est pas de l'actualité, donc au revoir. Donc ça m'a un peu assommé. Et puis il y a 3 ans, on parlait pas autant de podcasts. Donc j'y suis revenu. Ça c'est un peu pour la genèse. Le point de départ finalement vient de la fin. Avec ce fameux Grosse Bise qui donne donc le nom à cette série, à ces épisodes, parce que mon oncle est un ancien journaliste sportif, et à l'époque le mur n'était pas tombé, et donc il allait beaucoup, il était en basket, il allait beaucoup en Bulgarie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, enfin des pays où c'était un peu compliqué d'avoir une carte postale, un timbre, et il marquait juste Grosse Bise. Et ça m'est revenu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces grosses bises ? Donc après, voilà, j'ai essayé de laisser passer mon imagination là-dedans. Réponse un peu longue, hein. Oui, non, mais très bien. On est là pour prendre du temps et c'est aussi un des avantages de discuter ensemble sous forme de podcast, c'est qu'on prend le temps. Et c'est ce qu'on ne faisait pas depuis longtemps, nous, en tant que professionnels. Donc, on est bien heureux de pouvoir, avec cet univers, cette industrie du podcast qui se développe, de pouvoir prendre le temps avec ceux qui nous surprennent. Parce que ça fait partie donc du coup de cœur du prochain pod qui sortira pour le Paris Podcast Festival. Et j'avais toujours fait un coup de cœur dans les 4 premiers numéros. Ensuite, j'avais mis un peu ça de côté parce que je liais ça à un podcast. Et puis, le podcast, ça prend du temps. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Pour certains épisodes, il faut quand même être un brin cultivé. Hein. Alors, pour rien vous cacher, je ne me considère pas comme très cultivé, hein, de par ma vie antérieure, professionnelle. Je vous en parlerai peut-être plus tard, même si ça ne t'intéresse pas forcément, ce n'est pas l'objet du jour. Et sur certains épisodes, je ne comprenais pas en fait les liens entre l'émetteur et le destinataire. Ça, je vous le cache pas. Mais par contre, vous arrivez à toucher tout le monde par la diversité des sujets et par les personnages que vous choisissez aussi. Alors moi, il se trouve que c'était le tennis. Bon, alors est-ce que c'est la volonté en fait de créer une espèce de porte d'entrée pour quelque part essayer d'intéresser vos éditeurs à tous les autres sujets ? Ouais, on peut voir ça comme ça. Et Philippe, merci parce que vous avez déjà parlé de grosses bises sur comment s'appelle l'application ? Sur le site lepod.fr.
Ouais, et vous avez dit un truc, enfin, je prends ça comme un énorme compliment, c'est-à-dire que vous avez dit la première fois que j'ai écouté, j'ai rien compris. Eh ben alors, je vais pas dire que c'est ça ce que je cherche, mais ce que je voudrais, il dure en moyenne entre 3 et 4 minutes. Hein. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait cette petite, cette petite perturbation dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez rien demandé pour savoir entre Rafael Nadal et Roland Garros, mais à la fin de l'épisode, vous savez que Roland Garros était un aviateur. Voilà. Et moi, je dis souvent, Grosse Bise, c'est une bonne dose de surréalisme parce que les chronologies, les époques, alors tout ce qui est dedans est absolument vrai, mais les époques se mélangent et c'est un peu surréaliste pour ne pas dire absurde. Érudit, effectivement. La route nationale 7, c'est elle qui a donné son nom, entre guillemets, au jeu des 1000 bornes. Donc voilà, en 3 minutes, on apprend ça. Et puis drôle, j'espère, parce que c'est vrai que Johnny Hallyday qui écrit à Pierre Soulages parce que noir c'est noir, voilà, moi ça me fait rire. Alors, partons sur la rédaction, car on va pas se le cacher, il y a un gros travail de préparation, de recherche et d'écriture. Oui, alors il va falloir que je contribue à Wikipédia, hein, parce que quand même si c'est très dangereux d'avoir Wikipédia, mais il y a des informations et après moi je les transforme. Donc il y a 3 grands temps finalement dans ces grosses bises, et le premier est presque le plus compliqué, puisque donc je suis un anthropologue de correspondance imaginaire, et en gros, on me demande d'expertiser pour bien savoir si c'est le Yéti qui a écrit un Nessie, et non pas un faux ou je ne sais quoi. Donc c'est ma mission. Donc moi je lis cette lettre et notamment presque le point de départ et qui est le plus compliqué, c'est de trouver une bonne adresse. Et les adresses, puisque voilà, il y a une carte postale voyage par la poste. Et je vous livre un scoop. Le prochain, qu'il faut absolument que je poste avant mercredi prochain, puisque le mercredi prochain sortira le 25e James Bond. Donc là, c'est Sean Connery qui va écrire à Daniel Craig. Bon, on va pas se mentir, c'est juste pour avoir le numéro de téléphone d'Eva Green. Hein. Et figurez-vous qu'il y a récemment, en 2020 je crois, il y a un écrivain qui a trouvé l'adresse de James Bond. C'est-à-dire qu'il a fait des déductions de par les livres de Ian Fleming, qui est l'auteur premier de James Bond, puisqu'à un moment, je sais pas trop quoi, par la fenêtre, je vois des platanes. Donc, et ensuite, cet écrivain, dont j'ai oublié le nom, a été recherché dans la vie de Ian Fleming et s'est dit, Ian Fleming avait Ian Fleming avait des amis qui habitaient au 25 Wilson Square. Donc, Sean Connery, de sa résidence aux Bahamas, qui est l'illustration de la carte postale, écrit à James Bond à cette adresse-là. Et ça, croyez-moi, de trouver les adresses, c'est pas très simple. Oui, et puis de pouvoir aussi en parler de ces adresses. Il faut que ce soit des adresses qui soient d'une manière ou d'une autre un peu suffisamment génériques pour que ça ne soit pas gênant. Alors, c'est bien tout le problème parce que, et j'espère que maintenant je vais exploser les audiences parce que on peut en reparler de là-dessus. Je pense que le nerf de la guerre, c'est d'être écouté, tout simplement. Et il y a des gens qui me disent, mais tu devrais expliquer tout ça. Et moi, je pense que si je l'expliquais, ça durerait plus 3 minutes, 4 minutes. Toute la poésie que j'essaye d'y mettre, elle serait complètement annihilée. Donc, je pense que la réflexion est très juste, parce que là, on pourrait dire que je prends n'importe quelle adresse à Londres, effectivement, alors que c'est travaillé. Et la semaine prochaine, je vais rencontrer... on verra bien ce qui se passe. Je vais rencontrer une éditrice parce qu'à ce moment-là, il y a des petites vignettes. On pourrait avoir le texte, donc la situation, l'adresse, la description de la carte postale et le texte en lui-même. Et à ce moment-là, tout expliqué. Mais ça serait de l'écrit et plus de l'audio. J'aime tellement l'audio que on va pas le saccager en expliquant tout, quoi. Non, alors les ressources sont totalement illimitées, en fait.
Comment vous choisissez le sujet qui touche? Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous touche? Là, vous parlez d'actualité. Est-ce que c'est toujours lié à l'actualité? En tout cas, par rapport à ce que vous dites juste avant, moi, je trouve justement que c'est bien de ne pas dire parce que quand on découvre, on en est encore plus quelque part heureux en fait, parce que c'est vrai que, alors, il y a certainement des gens qui passent à côté et qui, comme je vous le dirai tout à l'heure quand je vous lirai le petit, voilà, le petit texte que j'ai écrit sur vous avant même de vous parler, puisque c'est le concept en fait de mon podcast, c'est-à-dire que j'ai écrit d'abord la chronique sur votre podcast avant de vous parler, donc je ne vous connaissais pas avant et je vous ai découvert et on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais je trouve que c'est ça qui est agréable, c'est en fait d'avoir à chercher soi-même et à comprendre soi-même. Ah, super. Bah, franchement, j'ai une liste comme ça que je regarde de temps en temps, et là je me rends compte que les derniers en réalité n'étaient pas dans cette liste. Vous voyez, pendant l'été j'ai voulu faire le malin, je me suis dit été si Sex and Son, donc il y a O qui a écrit à Emmanuel, et ça franchement j'ai dû y penser le 10 août, et le 14 août c'était écrit parce que j'avais la trame. C'est-à-dire que c'est toujours ça. Le point de départ, c'est d'avoir une histoire à raconter. Là, en l'occurrence, c'était O qui écrivait à Emmanuel pour se moquer un peu de 50 nuances de Grey, parce que franchement, c'est pas terrible, quoi. Et elle se donnait rendez-vous la prochaine fois qu'elle venait à Paris à 50 nuances de Gras, qui est un restaurant qui est à côté de chez moi. Donc voilà, c'est oui, des donc petits en clins d'œil fait, comme ça. c'est un mélange d'actualité, mais aussi de votre vie et des choses qui vous touchent ou qui sont autour de vous et qui font partie aussi quelque part de votre imaginaire, parce que ça veut dire quand même que vous avez une sacrée créativité, donc c'est que vous devez vous ennuyer beaucoup, puisqu'on dit que la créativité vient avec l'ennui en général. Waouh, ouais, c'est pas faux. Alors, est-ce qu'un chagrin d'amour, ça fait partie de l'ennui? Ah ben oui, parce que là, il faut rester seul sans rien faire et on gamberge beaucoup. Et c'est quand on gamberge et qu'on ne fait rien qu'on est le plus créatif. Et souvent, ce sont les plus belles muses. Ouais, d'accord. Ok, bah tant mieux, je vais faire plein de podcasts alors. Ben voilà, Non, au moins... Non, parce que ça, c'est un truc où je suis pas très bon. C'est-à-dire que ça commence avec une voix en disant, comme chaque semaine, retrouvons Olivier Bas, notre anthropologue des correspondances imaginaires, et je n'ai aucune régularité. Parce que justement, il y a une espèce de jaillissement comme ça. Vous voyez, quand je pense à... tout d'un coup, je réalise qu'il y a un James Bond qui sort, je me dis, ok, ça aurait pu être Jean Dujardin qui allait écrire à James Bond, mais je me suis dit, non, Sean Connery, parce qu'il est décédé, donc il écrit avant sa mort finalement à Daniel Craig pour lui confier la mission d'expliquer, alors ça je le mets dans le podcast, la signification de 007, mais ça franchement j'ai dû avoir l'idée un mardi, et le jeudi soir c'était écrit. Oui, très facilement. Quoi. Le temps ne fait rien à faire. Hein. De toute façon, on le sait bien et c'est ce qui est magique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend beaucoup de choses quand on écoute ce podcast et on apprend des choses sur des gens, des personnages, des artistes, des comédiens qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, ça donne envie aussi de se dire, mais tiens, au fait, c'est qui Je me rappelle dans mon enfance que Courbet c'était en effet un peintre, mais alors quel rapport avec voilà, donc, et c'est ça qui est intéressant dans tous les sujets que vous traitez, parce que ça va de la bande dessinée à l'art, en passant par le sport, et c'est complètement illimité. Donc en fait, concrètement, ça vient comme quand ça vous vient, et puis ça peut arriver vite. Il y en a peut-être qui sont que vous écrivez, que vous commencez, puis que vous laissez de côté, ou alors c'est vraiment une fois que vous avez l'idée, vous finissez l'écriture. Pour l'instant, j'en ai aucun de côté. Alors vous voyez, par exemple, il y en a un que j'arrive pas à écrire, qui est Cléopâtre, qui écrirait à César pour lui annoncer qu'elle est enceinte, mais j'ai pas l'intrigue. Donc, parce que, alors après, il faudrait que je vérifie, mais je crois que
l'intervention dans un accouchement de la césarienne vient de ça. Et à ce moment-là, si c'est effectivement vrai, je peux partir. Parce que j'insiste là-dessus, tout ce qui est dedans, alors il n'y a pas de chronologie réelle, hein, les dates se mélangent, etc. Mais tout est vrai. Et j'en veux pour preuve j'avais voulu, dans Johnny Hallyday qui écrit à Pierre Soulages, parce que Noir c'est noir, j'avais imaginé qu'ils s'étaient rencontrés. Et ce qui, à ma connaissance, n'a pas eu lieu. Donc j'ai fait un petit subterfuge pas très malin, mais c'est Johnny Hallyday qui a rêvé qu'il rencontrait Pierre Soulages. Parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Par ailleurs, moi j'ai énormément travaillé dans la musique et j'ai eu la chance d'interviewer Johnny Hallyday quelques fois. Je voulais absolument qu'il soit dedans parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse. C'est quoi les piliers dans votre narration ? C'est-à-dire que quand on écrit quelque chose comme ça, vous respectez toujours certains piliers. Vous parliez tout à l'heure d'intrigue. Il faut toujours qu'il y ait une intrigue. Il faut toujours qu'il y ait. C'est quoi ? Voilà. Quels sont vos piliers qui sont récurrents dans l'ensemble de votre écriture ? Oui, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on apprenne, que ça soit un petit peu drôle. Si c'est juste pour dire la mer est chaude et il fait beau, les enfants vont bien, bon, je pense que ça serait pas, alors que c'est 90% des cartes postales qui étaient ou qui sont écrites encore. Donc ça n'aurait pas d'intérêt. Donc il faut une espèce de petite balade avec des choix. Hein, quand Brian Jones, qui était le membre fondateur des Rolling Stones, écrit à Mick Jagger quelques jours après sa mort. Non pas de Mick Jagger mais de Brian Jones, voilà. Après les Stones, j'aurais pu prendre n'importe quoi comme clé d'entrée. Là je suis parti du principe qu'il lui écrivait juste avant le concert que les Stones devaient donner à Londres devant 50 000 personnes, et de par sa mort il a un peu gâché ce concert là et l'introduction du nouveau guitariste. Donc c'était mon angle. Je mets aussi un fond musical derrière. Alors là, si les avocats des Stones m'entendent, je suis mort, puisque j'ai mis un morceau peu connu des Stones en illustration. Et surtout, c'était ça ce que je voulais que les gens apprennent, même si c'est pas dit. Ce musicien Brian Jones avait été enregistré des musiciens traditionnels au Maroc, qui sont les musiciens de Djadjouka. Et voilà, c'est dit plus ou moins, et les gens peuvent effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, faire le travail en allant chercher. Mais je pense qu'il faut pas tout expliciter. Donc, pour répondre à votre question, l'adresse c'est très important, la description de la carte postale, et après un départ d'intrigue. Et j'écris autour de ça. C'est pour ça que je réécris pas, parce qu'il faut garder aussi la spontanéité de la carte postale. C'est pas un dictionnaire, c'est un truc qui est un peu léger. Alors il y a quand même plein de finesse dedans, hein, parce que il y a quand même des clins d'œil, il y a des références, il y a plein de petites finesses dans l'écriture. C'est pour ça que je vous pose cette question. Mais ça, après, c'est peut-être parce que c'est votre qualité d'auteur qui ressort. Alors une fois rédigé, c'était prévu que ce soit votre voix qui l'incarniez, cette carte postale imaginaire ? Oui, parce que je ne suis pas un de ces correspondants. Moi, vraiment, je suis, et c'est dit, je suis cet anthropologue des correspondances imaginaires. Donc, c'est comme si je découvrais sur une brocante un texte et que j'allais le lire. Je ne l'interprète pas, quoi. Alors le premier, ça a été mon erreur, parce que c'est Tintin qui a écrit à Milou, donc ça a été écrit il y a 3 ans, et Milou aboie et je traduis. Donc s'il vous plaît, écoutez à partir du 4e épisode.
Bon voilà, c'est le petit conseil du jour. Écoutez à partir du 4e épisode. Bon, cela dit, et on s'en rend compte. On est beaucoup avec les podcasteurs qui se lancent, qui démarrent. Ça fait partie aussi de l'aventure du podcast que de montrer que les premiers ne sont pas forcément les meilleurs. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment justement revenir à ces premiers pour pouvoir se rendre compte que c'est de l'humain derrière et que c'est pas simplement de la fabrication industrielle. Mais vous voyez, quand Christophe écrit à Aline, donc ça je l'ai écrit il y a 3 ans, et depuis, on connaît l'identité de cette Aline en question. C'était effectivement son prénom, et moi j'avais pas l'information à l'époque parce que Christophe ne l'avait pas dit. Et donc ça je l'ai mis dans le petit texte qui présente en disant voilà, désolé, à l'époque je n'avais pas le nom d'Aline, mais je regrette un peu. Mais vous avez raison, il faut garder ses erreurs. Le seul problème c'est que c'est l'audience, c'est-à-dire que le premier que je trouve presque le moins bon, même s'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, c'est celui qui a le plus d'écoute. Donc si les gens ont écouté et puis se sont dit ah oui bon bah c'est sympa et ils vont pas voir les autres, c'est dommage quoi. Oui, bah après les écoutes c'est toujours compliqué et puis il y a que vous qui le savez. Donc je peux dire qu'il y a 1 million d'écoutes. Exactement. D'accord. Vous pouvez le dire. Super. Il n'y a aucun problème et on le notera et puis on va faire un scoop. Alors on va passer côté production. J'aime toujours bien savoir plus sur la facture des podcasts, pas la facture réelle, la fabrication, votre méthode de l'écriture au produit fini. Vous utilisez quoi donc pour écrire? Vous écrivez sur du papier ou plutôt sur un logiciel en ligne? Ensuite pour enregistrer, pour mixer, pour monter, vous faites ça tout seul, la musique, les effets, l'hébergement. Voilà, parlez un peu de tous les produits, en fait, le matériel que vous utilisez pour fabriquer votre podcast. Ça, c'est le côté un peu plus ceux qui veulent se lancer ou trucs et astuces d'outils que vous utilisez, que vous aimez bien. Alors, je suis vraiment une quiche en tout ce qui est technique. Donc oui, mais très bien, ça nous va très bien. Voilà, mais si je suis capable de le faire, donc je pense que n'importe qui est capable de le faire. Alors oui, moi j'aime bien écrire à la main. Parce que je peux le faire un peu n'importe où, mais après je le mets tout simplement sur mon ordi pour pouvoir le lire pendant que je lis le texte. Donc techniquement j'ai un micro qu'on m'a prêté et tout à l'heure Philippe vous m'avez dit qu'il était de bonne qualité, donc je suis très content, branché sur mon ordinateur et alors c'est pas brillant mais je fais tout sur GarageBand et ça marche. Pourquoi je fais ça sur GarageBand? Parce que déjà je l'ai et que je trouve que c'est assez intuitif. Et finalement ça me suffit parce que c'est beaucoup du texte, donc il y a une musique générique qu'une amie m'a faite, donc voilà, ça reste. Sur Grosse Bise, il y a une virgule, puisque toutes les cartes postales se terminent par Grosse Bise, donc il y a une virgule. Donc voilà, je vois les lignes, il y a la ligne de texte, et derrière je mets une musique d'illustration. Vous montez sur quoi? Sur quel tout GarageBand? Tout sur GarageBand, et finalement ça fonctionne. On n'a jamais on ne m'a jamais remis en cause la partie technique et sonore parce que je pense que c'est court aussi et j'ai pas besoin de faire des ponctuations, des virgules et franchement voilà, vous baissez le son de la musique pour que votre voix soit là mais qu'elle ne soit pas à blanc. Et franchement pour moi c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à revenir à faire ces podcasts parce que je pensais j'ai fait de la radio à d'autres époques, notamment des émissions d'été sur Inter où j'avais fait, et lui un jour il va se retrouver dans un Grosse Bise, j'avais fait 10 heures d'émission sur Jacques Dutronc, et j'étais accompagné d'un réalisateur et on a fait, la série est encore en ligne mais c'était un travail de titan, et moi je me suis dit c'est pas possible quoi, je sais pas le faire. Et alors ça après c'est est-ce qu'il faut travailler avec un studio et tout, et je dis non, un micro GarageBand ça c'est aussi bête que ça fonctionne quoi. Alors derrière, une fois que c'est enregistré,
il y a quand même toute une aventure que vous avez découvert, qu'on vous a découvert, on vous a aidé à savoir comment ensuite, une fois que vous avez exporté votre son, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on le met, sur quelle plateforme, hébergeur. Ouais, exact. Alors ça, alors il y a aussi une étape qui est importante, hein, c'est les petites vignettes d'illustration. La création des vignettes, oui. Bien sûr. La création des vignettes parce que il y a des gens qui me disent, avec la vignette, on imagine plus. Raphaël Nadal qui est au service et derrière il y a cette espèce de figure de Roland Garros. Voilà, on comprend mieux. Roland Garros c'est en noir et blanc, on voit que c'est début du siècle dernier. Voilà, donc ça simplifie l'écoute. Et après, alors j'avais été. Et donc les vignettes, elles sont faites sur quoi ? Je sais pas, c'est pas moi qui les. C'est pas vous qui les faites, d'accord. Non, okay. non, je les. Alors par contre, c'est moi qui les ordonne entre guillemets, c'est-à-dire que je dis à quelqu'un qui m'aide à faire le graphisme, je dis tu prends ces deux illustrations-là et c'est toujours la même charte graphique, hein, c'est-à-dire que c'est un carré dans un carré. Encadré avec marqué grosse bise à la main qui change de couleur. Le prochain sera métal argenté par exemple avec les deux James Bond qui vont se faire dos à dos quoi. Donc ça c'est moi qui donne ce truc et ça simplifie ça simplifie la lecture parce que même si tout le monde ne connaît pas Sean Connery, quand on le voit on dit ah oui c'est James Bond. Ouais. Donc c'est plus simple quoi. Et après donc moi je suis parisien et c'était il y a 1 an et demi quelque chose comme ça à la SCAM. Où il faisait une rencontre autour des podcasts. Et il y avait quelqu'un de chez Ocha. Et voilà, moi par ailleurs je travaille dans la musique, donc il y a des agrégateurs aussi en musique. Donc je me suis dit, Ocha, ça coûte combien ? 11 euros par mois. Bon, ok, je le prends. Mais alors les flux RSS, les machins, les trucs comme ça, je ne savais absolument pas. Alors après, vous pouvez peut-être me dire qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, au niveau où j'en suis, leur service me convient. C'est un des acteurs français majeurs aujourd'hui qui se développe à l'international et qui est en effet une valeur assez sûre de l'hébergement. Donc une fois alors, que par contre, hier j'ai été un apéritif au chat, c'était assez drôle de rencontrer d'autres podcasteurs et il y avait une jeune fille qui s'appelle Héloïse, oui, Héloïse qui est de Ocha et qui s'occupe de toute la partie communauté. Et elle m'a dit un truc, moi ça m'a tétanisé, elle m'a dit qu'ils hébergeaient 4000 podcasts. Oui, alors je vais vous donner un autre chiffre. Je vais vous donner un autre chiffre qui va vous faire peur. C'est la création de 2 podcasts par minute. Oh mon Dieu. En France ? Dans le monde. Ah. Oui, mais ce qui est déjà assez impressionnant. Hein. Ouais. C'est un peu comme à l'époque les sites web où de toute façon on n'a pas assez d'une vie pour aller voir tous les sites web et loin de là. Mais c'est marrant parce que moi j'étais minot, hein, mais j'ai connu l'éclosion des radios libres. Ma radio s'appelait Radio Vanille, s'il vous plaît, un peu de respect. Et je retrouve avec les podcasts cette liberté. Complètement, notamment la liberté évidemment de l'écouter à l'heure qu'on veut, mais la liberté du format. Moi j'ai fait beaucoup d'émissions de télé où fallait pas dépasser d'une demi-seconde parce qu'autrement c'était mort. Là voilà, peut-être qu'un jour il y aura un gros bis qui va durer 42 minutes, ce que je ne crois pas, mais on est libre de faire ce qu'on veut, donc ça c'est plutôt agréable, mais vous avez raison. Comment on peut écouter tout ça quoi, justement, c'est un peu l'objet de notre magazine qui existe depuis 2 ans maintenant, qui est un magazine papier dans lequel on fait de la curation. Merci de faire encore du papier. Oui, on y tient et on le gardera longtemps, le plus longtemps possible, bien entendu, puisque c'est d'abord le papier pour nous. On diffuse d'abord en papier et le digital ne vient que 1 ou 2 mois après. Ah d'accord. Okay. Ah oui, c'est notre modèle. On fait tout à l'envers, nous. Donc Ocha pour l'hébergement. Derrière, alors vous parlez des petites rencontres Ocha. Ils viennent de créer leur club qui s'appelle le club Ocha. Pour ceux bien entendu qui sont des abonnés de Ocha, il y a
plus de 1500 personnes dans le club, dont aussi je fais partie, puisque je suis un peu sur toutes les plateformes pour justement mieux les connaître et mieux les découvrir. Ouais. Donc vous rencontrez d'autres podcasteurs, vous avez partagé quoi hier soir rapidement pour des trucs, des astuces. Bières. Ils vous connaissaient? Alors des bières, ça d'accord, mais ils vous connaissaient certains, non? C'est Non, aussi pas... une manière de se découvrir les uns les autres et d'aller écouter d'autres choses. Vous en écoutez d'autres podcasts? Pas beaucoup, j'avoue, et c'est pas bien parce que je pense qu'il faut être un peu solidaire. Tous ceux que j'ai rencontrés hier m'ont donné envie. Notamment, alors il y avait un tout jeune podcast, ils étaient 3-4, qui s'appelle 12 Point, parce que c'est sur l'Eurovision, donc ils en ont fait qu'un je crois, mais franchement ça donne envie, c'est des petits moments comme ça assez rigolos. Vous alliez chercher quoi en fait à ce rendez-vous, à ce club, simplement voir ce qu'il y avait derrière Ocha et les gens qui avaient derrière Ocha? Ouais, ou plutôt qui sont ces gens qui partent dans l'aventure podcast. Comme vous. Ouais, alors hier il y avait pas mal de gens qui travaillent en tant que journalistes et qui ont leur petite bulle d'aération avec des podcasts thématiques comme ça. Mais vous voyez, et merci de m'accueillir, mais j'espère que ce que je fais est un podcast, j'en suis pas sûr, parce que qu'est-ce que ça veut dire un podcast? Là, on a vu, et malheureusement je ne suis pas dedans, la sélection du Paris Podcast Festival. Est-ce que une conversation est un podcast? J'ai l'impression que c'est ça ce qui marche le plus. Je sais pas, donc je viens voir un petit peu qui sont ces gens, qu'est-ce qui les anime, et derrière finalement une idée. Moi ce qui m'intéresse c'est l'humain. Pourquoi faire un truc sur l'Eurovision, pourquoi faire un truc sur les métiers, pourquoi faire un truc sur les jeunes entrepreneurs, et à la limite moi je reprends ma casquette de journaliste en interviewant les gens qui font des podcasts, tous les trucs de bien-être, enfin il y en a énormément, et moi c'est aussi pour savoir où est ma place. Hier quelqu'un m'a très gentiment dit, alors qu'elle n'avait pas écouté, elle m'a dit mais tu devrais viser des choses de littérature. Alors après c'est une question de confiance en soi, voilà, mais je vais pas concurrencer je sais pas Jean-Philippe Toussaint ou Marie Darrieussecq en me prétendant auteur, mais en même temps bon il y a un peu de ça quand même, quoi. Alors, un podcast, c'est un OSNI. C'est un objet sonore non identifié. et nous, on a tendance à surtout mettre en avant ce qu'on appelle les podcasts natifs, qui sont un terme qu'il ne faut pas utiliser d'ailleurs, puisque... Ah bon ? Disons qu'un podcast, c'est un podcast natif, et tout ce qui n'est pas podcast natif est ce qu'on appelle un replay, tout simplement. Donc, on n'a pas à le nommer podcast, puisque c'est un replay. Ce qui est natif est un podcast. C'est un peu ça l'origine du mot. Eh ben oui, puisque donc ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être de la conversation, ça peut être. Alors ce qui se passe, c'est qu'en effet, on a des conversations qui se ressemblent et des choses qui sont des entretiens en fait tout simples où on prend le temps. Il y a des podcasts certains qui font 2-3 heures d'entretien, mais quand la personne arrive à poser les bonnes questions et que c'est intéressant, on reste scotché parce que on a l'impression d'avoir la personne à côté de soi. Et c'est un peu ça, comme vous parliez des années 80 avec la radio. Alors nous, il se trouve qu'on est dans le secteur de la radio depuis plus de 20 ans et qu'on a bifurqué depuis plus de 10 ans, puisque on a commencé le podcast il y a très longtemps, à parler de podcast dans le milieu de la radio, mais c'était du replay et pas vraiment du vrai podcast. Arte Radio a été lancé il y a déjà plus de 10 ans et faisait déjà du podcast. Les MP3, il y avait des gens qui enregistraient des émissions en MP3, c'était déjà du podcast natif. Et le replay, après, est arrivé par les radios et maintenant, elles ont appelé ça le podcast, alors que c'est du replay comme on appelle ça en télévision. Télévision, il y a pas de c'est du replay. Donc c'est un objet sonore non identifié. C'est vrai qu'on aime bien avoir ce genre de podcast comme le vôtre qui apportent en fait une originalité dans l'écoute et surtout qui font travailler l'imaginaire, parce que c'est ça qui, on va dire, différencie d'un flux radio qui quelque part est fait. J'entendais ça dans une des rooms qu'on organise. On fait des rooms sur Clubhouse, qui est une application de social audio et qu'on aime bien parce que justement on parle aux gens et on prend du temps
temps avec les gens, ce qu'on ne fait plus depuis maintenant quelques années, où il faut gagner du temps et ne pas en prendre le temps justement de partager avec d'autres. Et en fait, il était dit que et pourtant nous en tant qu'hommes de radio, on est censé se faire attention à ça, que la radio, à l'origine, la radio n'est pas fait pour être enregistrée et pour être rediffusée. Et c'est ça la différence entre la radio et, si on réfléchit bien, c'est être capable de me faire un contenu qui n'a pas à être réécouté, mais qui concerne. Là où le podcast, lui, va être plus dans un côté imaginaire, dans un espèce d'objet sonore non identifié, qui va nous faire travailler cet imaginaire, comme disait Orson Welles, où la différence entre la radio et le cinéma, ou l'audio, on pourrait dire, et le cinéma, c'est qu'à la radio ou dans l'audio, l'écran est plus large. C'est cette largeur d'écran qu'on va chercher, en fait, je pense, dans le podcast, et qui est agréable, et surtout la relation qu'on peut avoir avec la personne qui parle. Ouais, mais c'est très juste. Je me souviens d'une fois, moi j'aime bien le foot et le rugby, enfin le sport en général, et je m'étais pris une grande claque un jour. C'était pour savoir ce qu'était la magie de la radio. C'était une Coupe du Monde, je sais plus laquelle, et c'était un match pas très passionnant. Hein, ça devait être, je sais pas. Pérou contre la Turquie. Et je suis en voiture. Et j'ai l'impression que je suis en train de rater le match de ma vie, quoi. Donc je m'arrête dans un bar. Je suis resté 10 minutes parce que le match était nul à chier. Je suis remonté dans la voiture. Le match était à nouveau magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas cette image avec des commentaires, machin, passe la balle à machin, etc. Il y avait une vie, je sais pas comment s'appelait le journaliste, mais il vivait complètement le match et c'était passionnant à l'entendre, quoi. Peu importe finalement ce qui se passait, sa narration était extrêmement attirante. Et en plus avec le sport, ce qui est très bien, c'est que on est obligé du direct, parce que si vous connaissez déjà le résultat du match, vous n'allez pas écouter, quoi. C'est moins passionnant. Ouais. Après l'hébergement, le suivi sur les réseaux sociaux, la partie, on va dire, marketing qui, pour beaucoup aujourd'hui, représente 2/3 de la création d'un podcast. Vous faites comment ? Pas très bien. Pas très bien parce que j'arrive pas à sortir de ma communauté. Alors concrètement, donc moi j'ai ma page Instagram sous mon nom où je dois avoir autour de 2500 personnes, donc ce qui est pas mal. Donc là où ça me scotche, c'est que quand je poste une vignette, j'ai plus de gens qui la like que d'écoute presque, donc c'est un peu, je me dis mais ils sont fous, quoi. Enfin, bon, peu importe. Donc après j'ai créé une page Instagram pour Grosse Bise en lui-même. Où là j'essaye de faire de la cooptation avec d'autres podcasts et que je relaie moi-même aussi, peut-être pas assez d'ailleurs, et j'ai trouvé heureusement via Spotify, on peut mettre directement en story le lien. Parce que au début je mettais un peu comme tout le monde et c'était pas possible, quoi. Lien dans la bio, donc avec pour retourner sur Ocha. Donc là voilà, sur Spotify vous cliquez et les gens peuvent aller directement là-dessus, quoi. Donc ça veut dire que vous avez Grosse Bise sur toutes les plateformes, Spotify inclus, ou vous l'avez pas ? Oui. Donc on retrouve sur toutes les plateformes. Via Ocha, vous avez multidiffusé votre podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire ouvrir des comptes. Au début, c'est pas forcément très facile. Non, enfin oui, effectivement. Sur Apple Podcast. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Oui, si j'y suis arrivé, c'est que ça devait pas être si compliqué que ça. Et puis c'est vrai qu'il y a une espèce d'explication assez simple sur Ocha ou sur les autres plateformes d'hébergement qui vous permettent de pouvoir le faire sans problème. Donc la gestion des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est quand même prenant ou qui... Oui, mais je le fais pas assez bien. Alors là ce que je vais faire, il faut d'ailleurs que je me magne, je vais faire aussi une carte postale, évidemment, avec un code, comment ça s'appelle, QR code.
QR code, ouais, c'est pas PCR, c'est QR code, parce que je me dis que les illustrations, je les trouve assez jolies. Le QR code, on peut aller directement là-dessus, et ça sera, vous voyez, hier si j'avais eu ça, bon ben je le donne aux gens et ils s'en souviennent ce matin, quoi. De la même façon que vous faites un objet papier, moi je pense que pour des correspondances imaginaires, de donner une carte postale, ça peut être sympa. Et puis, je mettrai ça dans les lieux de culture un peu à Paris, voilà, pour qu'il y ait une trace. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être comme ça. Parce que oui, j'ai envie que ça soit écouté quand même. Alors justement, est-ce que vous aviez un objectif avec cet objet sonore que vous avez créé, ou c'est simplement par pure passion, par envie, c'était quoi l'idée au début et vers quoi ça tend? Bah, l'idée au début, c'était, je dirais, de faire quelque chose. Bon, c'était un projet aussi, et là on va rejoindre le chagrin d'amour, donc je vais pleurer. C'était un projet où on était censé le faire à deux, non pas dans la rédaction, mais c'est cette personne qui me faisait les vignettes et tout ça, donc il y avait une complicité, donc voilà. Je pense qu'il y a un podcast qui risque d'être L'amour qui écrit à la mort, hein, un de ces quatre, hein, c'est possible, une grosse bise là-dessus, bon peu importe. Donc ça a été le point de départ, et puis surtout... dans ma vie, j'ai eu plein d'idées et puis je les ai pas faites. Et là, j'en ai un peu marre, donc j'ai envie de les faire. Donc ça, c'est le point de départ, et j'ai envie de... Vous voyez, quand j'ai terminé l'écriture de Sean Connery à Daniel Craig, je l'ai fini, il devait être, je sais pas, minuit et demi. Je me suis relevé 2-3 fois pour corriger des trucs, et il y avait une espèce aussi de satisfaction du devoir accompli. Après, c'est vrai que j'aimerais que on en parle. Vous parliez d'Arte Radio, et fut un temps, je connaissais bien Sylvain Gire, et je lui avais envoyé ça. Il m'avait dit non, c'est pas un podcast. Ok, donc c'était des trucs qui n'étaient pas très encourageants, et là je me dis bon ben voilà, peu importe, Olivier, fais-les, mais j'avoue que alors je demande pas à devenir un youtubeur et que les gens m'arrêtent dans la rue, hein, c'est pas le propos, mais j'ai envie que ces petites grosses bises et ces petites bulles de... Hier, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est très poétique, et c'est un mot, alors là, moi j'étais là, ah bon, alors qu'ils ne m'ont pas écouté, ils avaient juste dit c'est très poétique, par rapport à ce que moi je leur... L'idée est très poétique. Ben, je sais pas, je me rends pas compte. Si, ben, oui, non, mais je confirme, je plus sois. Merci. Et c'est écrit d'une manière très poétique également. Il faut le dire avec une finesse qui fait plaisir à entendre, parce que, alors, il y a, en effet, hein, il y a des mots où il y a des gens, il y a des personnes, on comprend pas tout, et ça dépend, voilà, de la manière dont on a été éduqué, des choses qu'on a pu voir, entendre, de sa culture générale, de son expérience personnelle, mais c'est ça qui fait cette valeur de votre podcast. Ben oui, parce que c'est pas grave. Enfin, moi je pense qu'il faut être curieux dans la vie. Alors après, on peut juste accepter ce qu'on entend, ou alors, je sais pas, partir. Vous voyez, quand Arsène Lupin écrit à Maurice Leblanc, je suis pas sûr que tout le monde sache qui est Maurice Leblanc, mais c'est l'auteur d'Arsène Lupin. Et évidemment, Arsène Lupin parle de Omar Sy, donc il y a l'actualité avec la série sur Netflix, donc il y a une actualité, mais il y a juste un peu de savoir, voilà, c'est pas, et si vous ne connaissez pas tout, c'est pas très grave, il faut se laisser un peu bercer et dorloter par une espèce de musique des mots, et puis je crois à l'intelligence de l'esprit, donc si ça rentre dans vous, bah voilà, ça repartira. Alors, on va dernière petite question. Quels sont vos autres projets? Est-ce que vous en avez d'autres, ou est-ce que celui-là vous suffit? Et puis, pour finir, c'est original, je vais vous demander de vous présenter. Oh mon Dieu, ok. Alors, en général, ça se fait toujours au début. Moi, j'aime bien faire ça plutôt à la fin. C'est la première fois que je le fais à la fin, d'ailleurs. Donc, je dis ça, mais j'avais envie, en fait, de vous demander qui vous étiez, et de vous découvrir avant de savoir qui vous étiez. Voilà.
Et là, je tremble parce qu'après, vous allez lire ce que vous avez écrit, c'est ça Exactement. Ok, alors, pour répondre à la première question, est-ce que j'ai d'autres idées? Oui. Mais je voudrais pas trop m'encombrer. Euh, Pareil, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, je crois, qui a 7 podcasts en même temps. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Donc, si un jour Grosse Bille, ça roule et tout ça, pourquoi pas. Après, donc, je veux me laisser ce temps-là. Et puis, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée du monde, quoi. Donc, je me donne un peu cette lenteur d'esprit. On verra bien, peut-être faire un numéro 0 pour moi, voir ce que ça donne, voir si ça n'existe pas déjà non plus, parce que c'est possible. Donc, Donc des projets. oui, oui, oui. Mais maintenant, les projets, vous savez, faut les faire. Hein. Y a un truc par exemple, alors ça pourrait peut-être faire un podcast, je vous le livre comme ça, j'adore photographier les postes de télé qui sont mis dans la rue. Vous voyez, Oui. bien souvent on s'en débarrasse comme ça, et je me dis, vous vous rendez compte, ce poste de télé il y a 10 ans, c'était le truc, c'était la fête quand c'est arrivé, et là ça termine sur un trottoir, et je voulais écrire à travers des émissions de télévision cultes ou actuelles, etc., que le poste de télé raconte sa vie, entre guillemets, ou en racontant, je sais pas, des chiffres et des lettres ou Koh-Lanta. Et puis, bon, bah voilà, je l'ai pas fait, donc... Une idée à creuser. Ouais, ouais, alors après, bon, vous disiez que le vide, donc peut-être, voilà. Alors après, pour me présenter... Qui êtes-vous, Olivier Bas? Alors bonjour, je m'appelle Olivier Bas. Moi, j'ai toujours travaillé dans la musique, mais vraiment toujours. Un peu par hasard, je viens d'un milieu assez modeste et je suis rentré dans la musique par les radios libres. Donc après, j'ai fait 15 ans de vie dans des labels. J'ai travaillé avec AC/DC, U2, Lenny Kravitz, Alain Souchon. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup ça. Je suis parti faire un retour à la terre complètement raté, mais j'avais toujours un pied-à-terre à Paris où là je suis devenu journaliste. Pendant 12 ans, j'ai eu la responsabilité éditoriale d'une émission qui s'appelait C'est d'aujourd'hui, qui était la première pastille consacrée à des artistes. Donc là, c'est toute la génération des Cali, Delerme, Carla Bruni, Benabar, etc. etc. On a grandi ensemble. J'ai eu mon heure de gloire télévisuelle puisque pendant 2 ans, j'ai été un des jurys de la Nouvelle Star. Aux côtés de Manoukian, Sinclair et Morane. Donc là, les gens me reconnaissaient dans la rue, c'était plutôt rigolo. Ils ont arrêté de vous reconnaître maintenant, ça y est? Ah oui, ouais, c'était en 2014. Donc, alors il y a encore des filles qui me disent ah, je t'ai déjà vu quelque part, donc ça me fait sourire. Mais non, la notoriété, c'est un truc un peu bizarre. Voilà, et maintenant, je travaille toujours dans la musique, dans un centre de formation professionnel à destination des artistes, et dans ma tête, je suis toujours et encore un journaliste. J'adore poser des questions. Pour moi, mon modèle, alors ça va pas faire très jeune, hein, mais c'est Denise Glaser qui avait une émission qui s'appelait Discorama et qui posait des questions très simples. C'était bonjour, comment allez-vous? Et un silence. Et il fallait que les gens répondent. Et je me suis servi de ça sur une série d'été sur France Inter qui s'appelait Hors Promo. Et donc j'interviewais des gens très connus et qui n'avaient rien à vendre, qui n'étaient pas dans un feu d'actualité où ils disent toujours la même chose. Je peux vous dire que c'est un peu schizophrénique, hein, parce que vous avez 1 heure devant vous sur une radio nationale. Et alors que moi, d'habitude, je prépare, mais vraiment à la virgule près, mes interviews. Là, c'est des pistes. Et puis, alors ça pourrait être repris en podcast. Oui. Mais le seul problème, c'est que là, j'avais eu Jacques Dutronc, Alain Souchon, Sandrine Kiberlin, Gérard Darmon, et j'en oublie. Donc, ils venaient parce que c'était sur France Inter. Si je leur dis, ouais, j'ai un podcast, vous allez voir, ça va être super, je ne sais pas s'ils viendraient. Mais l'idée, en tout cas, est très rigolote. Bonjour, qui êtes-vous? Vous n'avez rien à vendre, quoi. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près dit qui j'étais. Alors, quand vous disiez que vous travailliez dans la musique avec AC/DC et Ouais. U2, c'était quoi exactement que vous faisiez avec eux?
J'étais attaché de presse, tout simplement, quoi. Donc, D'accord. là, je vous cite deux grands noms parce que je me la pète, mais j'ai grandi beaucoup. Vous voyez, par exemple, et c'est drôle parce que on est toujours très amis. Le groupe Les Innocents, on se voit jamais avec JP, mais on s'est vu l'autre jour à un concert et on s'est raconté nos vies comme si on s'était quitté la veille. Et eux, je les connais depuis le premier 45 tours, quoi. Vous savez, ce 45 tours, cet objet rond, noir. Qui revient à la mode. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et comme dans tous les coups de cœur du pod, je vais donc maintenant vous lire la chronique qui va paraître dans le pod qui sortira pour le Paris Podcast Festival dans pas longtemps. Hein. Il n'est pas encore imprimé, donc il part en impression le 27. Est-ce qu'à la fin j'ai le droit de commenter ou est-ce qu'on s'arrête comme ça? Non, j'ai le droit. Ah oui. Je vous demande quand même votre avis. On vous fait de grosses bises. Alors je dois dire que je n'ai pas tout de suite compris le concept. En baladant sur l'appli Tumult, qui est d'ailleurs une bonne source de découverte de nouveaux podcasts, je suis tombé sur le podcast Grosse Bise. La jaquette n'avait rien d'original et j'ai pas non plus lu la description. Non, le son direct. Et de plus, un épisode au hasard, sans vraiment faire attention au titre. La voix et le ton de ce podcast ont tout de suite retenu mon attention. Mais j'ai pas trop compris l'épisode sur lequel j'avais cliqué. Gustave Courbet, à l'origine du monde. Alors j'ai donc navigué sur les autres épisodes pour donner une chance supplémentaire à cette voix que j'aimais bien et j'ai découvert des titres intrigants, dont un qui a retenu un peu toute mon attention, Raphaël Nadal à Roland-Garros. Alors je pense que d'ailleurs nous devions pas être très loin du début du tournoi et qu'en tant qu'ancien coach de tennis, je me devais d'aller écouter cet épisode. Et là, tadam, j'ai compris. Grosse bise, en fait, c'est, comme c'est écrit d'ailleurs dans la description si je l'avais lu, c'est une relation épistolaire imaginaire entre tout et n'importe qui ou quoi. Et c'est là que la finesse réside. Car ce podcast est intelligent, recherché, bien rédigé, documenté et accessible à tous selon vos passions, avec comme objectif de vous apprendre de manière indirecte l'origine des choses, des personnalités, des films, des chanteurs, des sportifs, en les liant à un destinataire improbable, délicatement sélectionné. Ce podcast très travaillé de 3 minutes fait rire, tout en vous apprenant que l'aviateur Roland-Garros avait tout simplement été immortalisé par son ami Émile Le Sueur, président du Stade français, qui a donné le terrain à la FFT, sans oublier les clins d'œil multiples dans les phrasés à des références que seuls les experts ou les très cultivés peuvent entrevoir. Un seul mot, génial. Waouh! Il est bien ce mot, vous pouvez me le redire, ça fait du bien. Non, par contre, il y a un truc qui me touche beaucoup. La voix, c'est normal qu'on n'aime pas sa voix quand on s'entende. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent t'as une voix de dingue, et alors que moi, je trouve que j'ai une voix de crécelle. C'est une voix, en fait, c'est une voix qui est intrigante. C'est vraiment ce mot-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément une voix qui va, mais c'est une voix qu'on reconnaît. C'est un peu comme, vous savez, les moyens mnémotechniques de se rappeler de quelque chose. En fait, votre voix, elle est quelque part, comme beaucoup, des voix de radio souvent, elle a un timbre qui est unique et qui est agréable à entendre. Donc voilà, je vous le confirme. Et je pense que je ne dois pas être le seul. S'il y a quelques auditeurs qui écoutent votre podcast, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, parce que c'est vrai que ça mérite d'écouter un peu tous les épisodes. Et puis d'aller chercher un peu, d'aller gratter pourquoi
pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi est-ce que cette adresse, c'est où? Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant parce que derrière, on peut faire un peu l'inspecteur et aller chercher toutes ces infos dont vous parlez, toutes ces petites intrigues, petits appels à l'imaginaire que vous envoyez et qui, en effet, puisque j'ai vérifié sur certains épisodes, sont totalement véridiques et vous apprennent des choses sur plein de choses que vous ne pouviez pas imaginer savoir. Et moi, pourtant, je suis dans le tennis et j'ai même appris des choses sur Roland-Garros, vous voyez. Ah, super. Non, mais ça me touche beaucoup. Je trouve ça très encourageant et j'adore le fait que vous ayez pas compris au départ parce que ça veut dire que la mécanique fonctionne. Et merci d'avoir donné une chance au produit pour pasticher les bronzés. Mais ouais, je pense qu'il faut faire un petit effort, c'est-à-dire que on n'est pas chez Cyril Hanouna où tout est compréhensible. Il y a une petite démarche, peut-être le réécouter. Bravo d'avoir été vérifié. Le seul truc, malgré tout, les relations d'un tel à un tel sont logiques puisqu'il faut que j'ai une intrigue. Et vous voyez donc pourquoi Courbet, et c'est marrant parce que c'est un des épisodes là en ce moment qui cartonne parce que je pense que comme j'ai remis la représentation du tableau, le cul fait vendre, hein, donc c'est clair. Si vous voulez, c'est parce que récemment, un historien a trouvé le visage finalement à l'origine du monde. Donc c'est Gustave Courbet qui écrit à sa copine en disant merde, ça y est, on est découvert et voilà, le point de départ ça a été ça et Courbet. Après, tout est possible. Moi, vous savez, ce que vous parliez de projet, ce que je rêverais, c'est qu'il y ait des auditeurs qui me disent, est-ce que vous pouvez nous faire, moi, je sais pas, un tel à un tel. Alors ça me ferait kiffer comme c'est pas permis. Alors ça, pour que ça marche, c'est très simple. Il faut le dire à la fin du podcast. Ah ouais. Ah, j'y ai pas pensé. C'est parce que vous vous rendez pas compte que la communauté qui vous suit a certainement beaucoup d'idées, ne sait pas forcément comment vous contacter, comment vous joindre. Et si vous donnez ne serait-ce qu'un email ou un lien très simple à la fin du mail en disant n'hésitez pas à me contacter sur contact @ quelque chose ou alors un autre moyen, c'est à vous de voir sur votre Instagram, sur votre Twitter, peu importe, en me donnant des idées que vous aimeriez entendre avec je suis sûr que vous aurez énormément de propositions. Ah bah j'y avais pas pensé. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est ce que font certains dans les podcasts où ils appellent à la communauté et c'est vrai que ça permet aussi à la communauté de pouvoir vous discuter avec vous et c'est un peu ça qui est agréable dans le podcast, c'est de pouvoir être en lien avec l'auteur et de voir que, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas une super production réalisée par un professionnel de l'audio. Souvent, et je prends des exemples de podcasteurs qui ont une communauté qui la font vivre, ils ouvrent en fait un Slack. Un Slack. Slack, c'est une application de réseau social qui leur permet de pouvoir avoir des gens qui viennent et qui s'abonnent à en fait un flux de conversation écrite. Et donc tous les auditeurs par ce biais-là et en général les podcasteurs leur donnent des petits bonus. C'est-à-dire ils disent le prochain épisode ce sera ça, ils mettent un petit extrait. En fait, c'est faire vivre sa communauté en leur donnant des petits bonus et après la possibilité pour vous aussi sur ces cartes postales éventuellement d'en faire des produits dérivés qui peuvent intéresser vos entre guillemets fans, c'est-à-dire les gens qui aiment bien ce que vous faites pour éventuellement acheter, pour aider aussi parce que ça coûte de l'argent à faire un podcast et quand on veut développer un podcast et que ça prend de plus en plus de temps, eh bien il faut à un moment ou à un autre arriver à pouvoir en vivre, sinon on peut difficilement continuer. Donc c'est aussi peut-être un moyen de pouvoir faire des produits dérivés et avoir quelques revenus par le biais de ventes, comme vous avez eu l'idée de faire des vraies cartes postales avec les podcasts que vous avez déjà créés. Puis il y a certainement plein d'autres idées que vous pouvez et qui peuvent vous être données par votre communauté. Donc il ne faut pas délaisser cette communauté parce qu'elle est là. Elle est peut-être passive pour le moment parce que vous n'avez pas actionné le fait d'aller leur demander leur avis et de partager avec eux. Mais je pense que si vous le faites, vous aurez des surprises.
Ok, je vous tiendrai au courant. Eh bien, nous aussi, on se tient au courant, puisque, comme j'ai fait sur les 4 premiers numéros du magazine Le Pod, avec les 4 premiers coups de cœur, dont je parle d'ailleurs dans le prochain magazine Le Pod, je suis allé leur demander ce qu'ils étaient devenus et où est-ce qu'ils en étaient. Ah, super. On fera ça dans un an. Ok. Je vous recontacte dans un an pour voir où est-ce que vous en êtes et si vous êtes toujours dans le podcast et si vous avez réussi à développer ça. Et puis en attendant, n'hésitez pas, si vous avez envie de partager aussi avec nous vos expériences et que vous avez un peu de temps. Les mercredis, on a des rooms sur Clubhouse. C'est maintenant une application ouverte et gratuite et vous pouvez vous y connecter simplement en tant que petite souris qui écoute ou y participer. Et tous les mercredis à 13h, on fait une room et on parle de lancement, de trucs, d'astuces, d'échanges entre podcasteurs, comme vous avez fait hier avec le club de Ocha. Ok, super. Merci, Olivier Bas. Grosse bise. Grosse bise.